Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans le coin de l'art. Aujourd'hui, on parle de musique classique et, au risque d'en étonner certains, on va parler de la 10e symphonie de Beethoven. Certains d'entre vous le savent certainement, puisque c'est quand même connu maintenant, et ça a été dit plusieurs fois, Beethoven avait l'intention de faire une 10e symphonie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour rappel, il a fait 9 symphonies qui vont de 1800 à 1824, c'est-à-dire 3 ans avant sa mort. Je vous renvoie d'ailleurs à une de mes précédentes vidéos, je vous mets le lien là, vous cliquez sur la fiche, sur un top 10 des symphonies de Beethoven. Donc dans ce top 10, alors qu'il y a 9 symphonies, je n'avais pas inclus la 10e symphonie, parce que vous allez le voir, elle n'est pas du tout complète. J'avais inclus une autre œuvre qui s'appelait Symphonie de la Victoire, opus, donc c'est l'opus 91, numéro 2. Donc aujourd'hui, par contre, on va vraiment s'intéresser à cette symphonie, on va se poser plusieurs questions. Que sait-on d'abord de cette symphonie, des volontés de Beethoven et de ce qu'il en a écrit? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce que ça implique pour l'œuvre de Beethoven et notamment sa vision de la musique symphonique, sachant que souvent des auteurs ont fait des théories en partant du fait que Beethoven avait consciemment conçu la 9e symphonie comme son ultime chef-d'œuvre symphonique. Alors, on va voir tout ce que cela implique. Alors, le point de départ de cette histoire, c'est qu'après la mort de Beethoven, on a bien sûr retrouvé tous ces manuscrits, et il y avait beaucoup de petits morceaux, de petites partitions, quelques mesures par-ci, quelques mesures par-là, des fois une page complète. D'abord, il s'agissait de savoir quelles esquisses allaient ensemble, lesquelles étaient conçues pour la même œuvre, etc. C'était un peu le début du travail. Ce qui était très difficile aussi, c'est que certaines étaient alors vraiment limites, alors certains faisaient vraiment que une ligne, et des fois il n'y avait même pas la clé. Donc en partant de ça, c'était très difficile de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça signifiait pour Beethoven, comment il comptait l'utiliser, etc. Ou comment même la combiner à une autre esquisse. Il va falloir attendre les années 1960 pour que toutes ces esquisses soient vraiment étudiées, où il y a un vrai travail scientifique, musicologique, pour essayer de les classer, de les rapprocher, pour un peu comprendre qu'est-ce qui était en chantier avant la mort de Beethoven. Alors bien sûr, on va le voir, cette histoire de la 10e symphonie est apparue dès le 19e siècle, avec certains proches de Beethoven qui en ont parlé dans leurs ouvrages. On va le voir, mais plusieurs musicologues ont rejeté cette idée d'une 10e symphonie. Pourquoi? Parce que ça ne les arrangeait pas. Ils préféraient concevoir les 9 symphonies comme un tout, comme une œuvre globale, avec Beethoven qui aurait progressivement fait évoluer la forme symphonique, aurait eu des réflexions, des innovations, et tout ça aurait abouti à la 9e symphonie comme l'ultime chef-d'œuvre. Si vous avez d'ailleurs regardé ma vidéo sur le top 10 des symphonies de Beethoven, j'ai dit que pour Wagner, la 9e symphonie était la dernière des symphonies, vraiment l'ultime symphonie. D'ailleurs, lui-même, il a à peine touché à cette forme. On a des symphonies de Wagner qui sont assez moyennes, mais c'est pas vraiment là-dessus qu'il s'est le plus distingué, mais parce que je pense qu'il y a vraiment cette idée que tout avait été un peu dit par Beethoven. En tout cas, pour revenir à ces musicologues, ils avaient un peu par intérêt, conscient ou inconscient, de rejeter cette idée de 10e symphonie. Mais pour leur défense, c'est dans les années 1980 qu'a été découvert une autre esquisse où il était indiqué Nouvelle Symphonie. Et en la datant, on comprenait que ça ne pouvait pas parler d'une ancienne symphonie, parce qu'après tout, marquer Nouvelle Symphonie, ça pourrait être un document fait après la 3e symphonie, en préparation de la 4e par exemple. Non, d'après les études des musicologues, elle était bien datée d'après la 9e symphonie, et il avait marqué Nouvelle Symphonie. Donc déjà, c'était un premier indice, mais que n'avaient pas certains musicologues du passé. On sait aujourd'hui que Beethoven a commencé à noter des idées pour la 10e symphonie en 1822, c'est-à-dire 2 ans avant d'avoir achevé la 9e symphonie. Mais ça, c'est assez courant d'ailleurs. C'est pour ça que c'est pas étonnant chez Beethoven, puisqu'il aimait bien faire ça, commencer des fois une symphonie avant d'avoir terminé l'autre, ou des fois en écrire même 2 presque en parallèle. Donc ça, c'est pas du tout étonnant. Les dernières esquisses qui correspondraient à ces éléments remontent à 1825, donc 2 ans avant sa mort, mais vous allez voir que d'autres preuves laissent entendre qu'il avait toujours cette idée concrète de 10e symphonie. Maintenant, il est vrai aussi que Beethoven écrivait des fois beaucoup d'esquisses avec des idées qu'il n'a jamais exploitées, voilà, qu'il a abandonnées, donc il faut aussi le prendre en compte. Déjà, on a
un document très intéressant, c'est un document, un ouvrage, là je vous mets le titre parce que c'est imprononçable, de 1874 par un médecin autrichien, Gerhard von Brüning, qui, donc alors, le défaut, hein, vous allez voir c'est très intéressant, mais le défaut c'est que c'était pas quelqu'un qui a connu, hein, vous avez ses dates de vie et de mort, il n'a pas connu lui-même Beethoven, mais donc c'est des infos de seconde main, mais il connaissait des proches de Beethoven, et il mentionne l'existence d'une 10e symphonie, enfin, d'un projet de 10e symphonie, et il avance que Beethoven discutait souvent avec son père de ce projet de 10e symphonie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va même plus loin, Browning, que Beethoven parlait de nouveaux pouvoirs d'attraction. Donc il avait vraiment envie que cette 10e symphonie ne soit pas une petite œuvre, et d'aller même encore au-delà de ce qu'il avait fait. Et il y avait aussi cette discussion de savoir est-ce qu'il devait avoir des chœurs ou pas. Donc ça c'est vraiment très très important. Ça veut dire que pour lui, quand il arrive à la 9e symphonie qui met des chœurs, c'est pas qu'il estime que désormais la symphonie, en général, doit avoir des chœurs. C'est pas du tout. C'est que pour cette 9e symphonie, il a voulu travailler sur cette hymne à la joie, mais qu'avec cette 10e symphonie, il n'est pas certain. Ça veut dire que pour lui, une symphonie n'a pas forcément de chœur. Je dis ça parce que certains théoriciens, certains compositeurs ont cru comprendre dans cette 9e symphonie de Beethoven que c'était un message pour le futur en disant voilà, maintenant voilà ce que doit être une symphonie, elle doit intégrer des chœurs. Et d'ailleurs, Mahler devait faire partie de ces personnes puisque il a intégré des chœurs dans ses symphonies. Il est intéressant de préciser qu'au départ, dans ses projets de 9e symphonie, donc là on revient un peu en arrière, sur la 9e symphonie, au départ elle devait être purement instrumentale et il devait utiliser l'hymne à la joie à part pour créer une cantate. Il pensait peut-être se servir de la 10e symphonie pour faire comme symphonie vocale. Donc vous voyez, c'était pas du tout figé, il n'y avait pas cette idée de faire d'aboutissement, de logique qui l'a mené inexorablement vers une symphonie vocale. Alors qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la 10e symphonie? Soyons concrets un petit peu sur les éléments. On a trouvé des esquisses. Alors d'abord, c'est surtout Barry Cooper. Alors c'est un travail conjoint, il y a eu d'autres, bien sûr, chercheurs, musicologues qui ont participé, mais vraiment le tournant, c'est avec Barry Cooper, qui a vraiment non seulement fait des découvertes de nouveaux manuscrits en 1983, donc c'est vraiment là où ça a fait avancer les recherches sur la 10e symphonie, et c'est à partir de ces nouveaux manuscrits et les anciens que Barry Cooper a recomposé un premier mouvement de cette 10e symphonie qui se veut totalement cohérent, et tellement cohérent d'ailleurs qu'il a été enregistré 2 fois en 1988. Là je vous mets un exemple de ces 2 enregistrements par Wyn Morris. Il y a eu 2 enregistrements. Cooper avait trouvé 50 esquisses qu'on pouvait rattacher à cette idée, à ce projet de 10e symphonie. Donc il a estimé qu'avec ça, on pouvait faire quelque chose. Il a mis 5 ans. 5 ans pour finalement créer un premier mouvement qui est en 3 sections. D'accord? Donc d'abord andante, puis allegro, puis à nouveau andante, avec la particularité que cet andante est en fait le premier andante, mais modifié. Voilà, un retour à l'andante initial, mais modifié, ce qui n'a pas encore été fait par Beethoven, et ce qui serait cohérent, puisque Beethoven a apporté des nouveautés à chacune de ses symphonies. Donc ce schéma du premier mouvement de la 10e symphonie reconstruit par Barry Cooper, il est cohérent parce qu'on a une source, Karl Holz, qui était un ami de Beethoven, qui nous a laissé aussi des écrits sur ce projet de la 10e symphonie, et qui parle justement d'un premier mouvement comme ça, en 3 sections, andante, allegro, andante. Et avec ce concept de andante, ce retour de l'andante modifié. Donc ce mouvement qui fait une vingtaine de minutes, donc c'est ce que faisait Beethoven en général pour ses premiers mouvements, c'était assez costaud, en tout cas sur les dernières symphonies. Il fait 531 mesures, dont 300 sont de Beethoven. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une majorité de Beethoven, et c'est surtout en général les idées fortes, c'est-à-dire les motifs, les thèmes, et après les développements sont faits par Barry Cooper en respectant les habitudes de Beethoven dans ses précédentes symphonies. Mais voilà, il faut quand même déjà noter qu'il y a 40% qui n'est pas de Beethoven. Ensuite, on peut comparer par exemple par la 5e symphonie de Beethoven. Le premier mouvement était de 502 mesures. Donc vous voyez, c'est cohérent en termes de taille, en termes de ce que faisait en général Beethoven. Il y avait aussi des esquisses pour un scherzo. Alors ça, le scherzo, c'est une des pattes de Beethoven dans ses symphonies. Là, je vous renvoie aussi à ma précédente
vidéo sur le top 10 des symphonies de Beethoven. Ça, j'en parle pour chaque symphonie, qu'il y a vraiment un travail et des originalités sur le scherzo, et même un développement au niveau historique. Hein, il a fait vraiment évoluer le scherzo avec ses symphonies. Mais là, on sait qu'il y avait un scherzo, mais là, c'est vraiment trop fragmentaire pour pouvoir le reconstruire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au final à l'écoute? J'ai écouté ça attentivement plusieurs fois. Finalement, on sent qu'il y a des grandes idées. On sent qu'il y a des grandes idées. Il y a, dès le début, ce premier motif d'entrée rythmique fait penser au départ de la 5e symphonie, au départ de la 7e symphonie. On sait qu'on est dans du Beethoven, que c'est une idée de Beethoven. Et c'était une excellente entrée pour une symphonie. Ça, c'est le premier point. Après, dans le reste du mouvement, il y a des bonnes idées qui arrivent, mais globalement, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, j'ai lu des avis de différents musicologues, puisque quand il y a eu la création en 1988, l'accueil a été assez mitigé. Certains disaient, voilà, il y a des bonnes idées, d'autres non, c'est un peu faible. Mais globalement, ce qui ressortait, c'est ça, et c'est mon avis à l'écoute, c'est qu'on sent qu'il y a des idées, mais il manque ce coup de génie, cette idée globale aussi, cette construction globale qui fait qu'on est un grand compositeur. Il n'y a pas que les thèmes, si vous voulez, parce que vous pouvez prendre des thèmes, ça se faisait au XIXe siècle beaucoup, vous preniez des thèmes populaires dans le sens populaire connu par le public, parce que ça venait de l'opéra, ou populaire dans la culture populaire, et vous faisiez une symphonie avec ça. Donc ça peut marcher si vous savez construire une symphonie, faire un développement des thèmes intéressants, avoir des surprises au niveau du parcours tonal, et chercher à faire une cohérence dans les 4 mouvements, etc. Et là, Barry Cooper, bon, c'est un très grand spécialiste, c'est un grand musicologue, mais c'est pas Beethoven, c'est pas Mozart, c'est pas du tout ce niveau-là. Il restera pas dans l'histoire comme un grand compositeur. Donc évidemment, au niveau de la technique, on est très loin globalement de ce que fait Beethoven. Mais c'est vrai que je comprends l'idée de Cooper qui est de dire si on enregistrait tous les bouts des esquisses de Beethoven, ça serait assez inaudible. C'est bien pour un chercheur, mais pour un mélomane, pour un passionné, ça serait difficile à vraiment percevoir. Là, ce qu'il a essayé de faire lui, c'est récupérer toutes ces idées, créer un tout cohérent, et ça marche. Il faut quand même le féliciter pour ça. Ça nous permet de voir un petit peu les idées qu'avait Beethoven pour sa 10e symphonie. Donc, on peut féliciter et remercier Barry Cooper pour son travail. En tout cas, à la question de est-ce que Beethoven souhaitait faire une 10e symphonie, on ne peut pas être sûr à 100% qu'il n'ait pas abandonné l'idée à un moment donné, mais ce qu'on sait, c'est que même 8 jours avant sa mort, Beethoven écrivait encore à un de ses amis qu'il pouvait fournir à la Société musicale de Londres, il pouvait leur fournir une symphonie, aussi une ouverture, etc. Et qu'il avait commencé à travailler. Et puis on a d'autres écrits où il parle qu'il a commencé à travailler sur une 10e symphonie. Donc le fait qu'il y ait plusieurs sources qui font revenir cette idée de projet, et que Beethoven lui-même, 8 jours avant sa mort, dise voilà, je peux fournir une 10e symphonie, il est sûr et certain que pour Beethoven, sa suite de symphonies ne s'arrêtait pas à la 9e symphonie, qu'il ne voyait pas ça comme son ultime chef-d'œuvre ou son testament musical. Ce qui n'enlève rien d'ailleurs aux très grandes qualités de cette symphonie. D'ailleurs, voilà, si vous avez vu mon top 10, vous savez ce que j'en dis. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette 10e symphonie. C'est très important de le savoir parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses sur l'histoire de la musique du 19e siècle et surtout prendre du recul sur certaines théories erronées faites sur l'œuvre de Beethoven. Donc c'est voilà, déjà savoir qu'il avait ce projet et qu'il avait ce projet concret, c'est important. Je vous recommande d'écouter bien sûr ces reconstructions, une des 2 reconstructions de ces esquisses, c'est très intéressant. Moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur l'histoire de l'harpe la prochaine fois. En attendant, pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu et à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!